Aujourd'hui, retour sur l'événement du week-end, le vainqueur du combat entre Leon Edwards et Sean Brady qui se verra offrir un combat pour le titre, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 3 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. En conférence de presse, Patterson, qui s'est imposé par KO au premier round en ouverture de la carte principale de l'UFC Vegas 103 samedi soir, a déclaré qu'il préparait toujours ses combats, qu'il savait ce que l'autre allait ou pouvait proposer, mais qu'il a une grosse confiance en lui, en ses capacités, et que donc le plan est toujours de faire ce qu'il sait faire, peu importe en réalité l'adversaire qu'il a en face. Forcément, il est satisfait de l'issue du combat, et ça prouve d'après lui qu'il n'est pas juste un grappleur, mais un combattant complet et qu'il peut aussi faire la différence debout. Le but pour lui, ce n'est pas d'être excellent au sol et d'être très moyen dans les autres domaines, mais plutôt de progresser dans toutes les distances. Quand il a touché et ébranlé Barlow, il a mis un point d'honneur à ne pas se jeter bêtement, il a avancé, c'est vrai, mais l'objectif c'était de trouver les bonnes frappes, celles qui allaient mettre un terme au combat, et pas d'envoyer juste pour envoyer, et de prendre le risque bien sûr d'y laisser son cardio, sans pour autant réussir à terminer le combat. Pour la suite, il n'a pas de nom précis en tête. Ce qu'il dit, c'est que de toute façon, il faut battre tout le monde et qu'il commencera à citer des noms seulement quand il entrera dans le top 15. Il aimerait bien sûr combattre à la T-Mobile Arena dans un gros événement. Du coup, on a un journaliste qui lui a posé une question assez intelligente. Il y a l'UFC 313 qui arrive la semaine prochaine. Est-ce que tu projettes de rester en ville? Et si jamais il y avait une annulation sur cette carte, pourquoi pas prendre un combat dans ta catégorie, les poids welter donc, ou bien dans celle du dessus si c'est compliqué de refaire le poids 7 jours après. Il a répondu qu'en effet c'est quelque chose qui est tentant et qu'il n'était pas contre le fait de prendre des short notice. Maintenant il veut aussi progresser entre chaque combat, apprendre de ses erreurs et il est peut-être plus sage donc de retourner chez lui et de ne pas se précipiter. Et puis enfin lui il fait partie de ces combattants qui ne sont pas très connus, qui ne gagnent pas énormément d'argent grâce au sport. Il explique qu'il vient d'acheter une maison et que par conséquent il est complètement fauché. Et maintenant, hein, s'il avait pu prendre un bonus de 50 000 dollars, ça aurait, pour le citer, changé sa vie. Souhaitons-lui pour la suite hein, que les bonnes performances s'enchaînent et que l'argent finisse par être au rendez-vous. Sur cette carte, malheureusement, on a aussi vu le français William Gomis s'incliner face à Amil. D'ailleurs, j'ai fait une courte vidéo hier dans laquelle j'ai donné mon avis sur les combats. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, Amil a déclaré qu'il se doutait bien que le français allait beaucoup se déplacer et ne pas se planter au centre de la cage pour échanger avec lui. Le plan c'était donc de couper les angles afin d'être le plus possible au contact et de neutraliser les coups de pied de Gomis. Il voulait absolument dicter le rythme et imposer le style de combat qu'il voulait. Pour le coup, on peut dire qu'il a réussi, même si c'était mal engagé, je vous renvoie à ma vidéo d'hier. On lui a demandé s'il était confiant à la fin du combat que la décision allait peut-être basculer en sa faveur. Il a répondu que oui, premièrement parce qu'il a envoyé les coups les plus durs, mais aussi parce que ce takedown au troisième round lui avait, d'après lui, donné un gros avantage. Et puis pendant cette conférence de presse, il était extrêmement ému à Milan. Il a expliqué que samedi c'était l'anniversaire de son meilleur ami qu'il a perdu pendant son camp d'entraînement. Et c'est pas le seul malheureusement, puisque son père aussi est décédé dans les dernières semaines. À ça est venu s'ajouter, pour ce qui est du sportif, une blessure au biceps et une autre au genou, mais il n'a jamais été question pour lui d'annuler ce combat, il voulait absolument être de la partie ce week-end. Il vise maintenant un retour pour le mois de mai ou le mois de juin, et il aimerait en réalité combattre 4 fois par an, une fois par saison, c'est ce qu'il a dit. Il veut juste pour l'instant prendre un peu de temps pour récupérer. Et puis enfin, il s'estime trop spectaculaire pour l'Apex et souhaite donc apparaître plutôt sur des cartes avec du public. J'aurais aimé vous donner les impressions de Nasrat Akparast suite à sa guerre du week-end. Malheureusement, il n'a pas donné de conférence de presse. Je pense, au vu du combat et de son visage à la fin de celui-ci, qu'il a dû être transporté à l'hôpital assez rapidement et que je serai en mesure de vous donner de ses nouvelles dans les jours qui viennent. Mais sinon, le co-main event, c'était Cody Brundage qui a renoué avec la victoire au terme d'une belle guerre. Brundage, on lui reproche souvent d'abandonner face à la difficulté. Samedi soir, avant de s'imposer par KO, c'est lui qui a été touché et proche de s'effondrer. Et forcément, il a tenu à souligner sa fierté d'avoir prouvé à tous, au travers de sa prestation,
que c'est en réalité un combattant extrêmement résilient. Et puis lui aussi, tout comme Hamid, il avait les larmes aux yeux pendant toute la conférence. Il a rappelé qu'il y a encore quelques mois, il ne savait pas s'il allait poursuivre sa carrière de combattant. De plus, au-delà de sa propre volonté, ses résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il n'aurait peut-être pas été surpris de recevoir une lettre ou un coup de fil de l'UFC lui annonçant qu'il ne faisait plus partie du roster. Ça aurait été la fin du rêve, comme il le dit. Mais après ce qui s'est passé ce week-end, on suppose qu'il peut souffler un peu et que c'est sûrement une prestation qui a plu à Dana White. Et puis ce qu'il explique aussi, c'est que son entraîneur lui a toujours dit qu'il y a trois types de personnes qui entrent dans la cage. Il y a les artistes martiaux purs, il y a les athlètes et il y a les combattants. Lui, jusqu'à aujourd'hui, s'était toujours vu comme un très bon athlète, mais il a montré à tous et à lui-même surtout qu'il pouvait aussi se transformer en un excellent combattant. C'est vrai que cette victoire, il a été la chercher au plus profond de lui, et puis au vu de ses résultats récents, comme je le disais, il fallait rebondir, mentalement c'était pas facile. Sinon, hein, il juge qu'il n'a plus besoin de combattre aussi régulièrement qu'avant, mais que forcément, si une bonne opportunité se présente, il ne la refusera pas. Et puis concernant le combat, il ne se rappelle pas de grand-chose, surtout de la fin, pas étonnant. Et c'est même pendant la conférence de presse qu'il a appris que son adversaire avait lui aussi perdu son protège-dents. Pendant le combat, il ne s'était rendu compte de rien du tout. Dans le combat principal, Manel Capé s'est imposé par TKO dans la troisième reprise et a donc fait un pas de plus vers la ceinture. Alors à l'écouter parler, hein, c'est pas seulement un pas de plus qu'il aurait fait, mais il serait incontestable et il est même convaincu que son prochain combat sera contre le champion. Toujours d'après lui, ce qui joue en sa faveur, c'est qu'il ne s'est jamais retiré d'un combat et pourtant lui, il en a des adversaires qui ont annulé. Peu importe qui l'UFC a mis en face de lui dans ces situations-là, même en short notice, il a toujours accepté. Ça, je pense que c'est vrai. Dana White aime quand tu as ce genre de comportement et en général, il te le rend bien. Il estime aussi que la catégorie a besoin d'un champion comme lui, qu'il peut la construire justement cette catégorie, et il assure respecter tous les autres combattants, mais il y aurait besoin pour attirer les regards de quelque chose d'un peu plus épicé, pour reprendre ses termes. Et lui, que les gens l'aiment ou le détestent, dans tous les cas, il le regarde, et c'est ça qui compte. Concernant le combat en lui-même, quand il a vu son adversaire commencer à courir et lui tourner le dos, il raconte avoir senti l'odeur du sang et il est aussi assez fier de sa performance parce qu'il avait dit avant le combat qu'il devenait meilleur au fur et à mesure des rounds et c'est quelque chose qu'il a prouvé samedi soir. Concernant le high poke qui a marqué le début de la fin pour son adversaire, lui, au moment de la conférence de presse, il a expliqué qu'il ne pensait pas lui avoir mis le doigt dans l'œil, que quand il l'a vu se plaindre et faire un signe à l'arbitre, il a laissé justement 3 secondes à l'arbitre pour intervenir. Ce dernier n'étant pas intervenu, il a fait ce qu'il avait à faire, et il n'avait pas l'impression sur le moment qu'Almabayev était diminué par ce fait de jeu, comme on pourrait dire, ce fait de combat. On l'a aussi vu très bien défendre la lutte. Il se considère, lui, comme un combattant complet, qui est prêt à aller au sol, qu'il l'a déjà fait dans sa carrière, mais qu'il n'aime pas donner des combats chiants au public, et donc il fait plutôt le choix de rester debout. Et enfin, si son combat pour le titre venait à être face à Pantoja, le champion actuel, contre qui il a déjà perdu d'ailleurs, il explique que c'est un combattant qui va toujours de l'avant, qui fait subir une grosse pression à ses adversaires, mais que lui peut le contrer et qu'il peut même exposer à tous les faiblesses du Brésilien. On ne demande qu'à voir. Et puis enfin, il n'exclut pas un retour pour mai ou juin, mais il pense qu'il est plus raisonnable de tabler sur le mois de juillet. Passons à autre chose maintenant avec Roman Dolidze qui, à sa grande surprise, fera prochainement face à Marvin Vettori. Je vous dis à sa grande surprise parce qu'il a déclaré ne pas du tout avoir vu ce combat venir, mais ça tombe bien, ce sera l'occasion pour lui de laver sa défaite, qui est survenue lors de leur premier combat que d'ailleurs il pensait dominer, et c'est pour cette raison qu'il avait levé le pied alors qu'il aurait encore pu accélérer. Il y a quelque temps, il avait cité plusieurs noms comme potentiels futurs adversaires. On avait notamment Sharapudin Magomedov, mais aussi Bonical ou encore Reiner Derrider. Les uns Bonical et Derrider parce que l'opposition lui semblait intéressante stylistiquement parlant, et de l'autre Magomedov parce que sa cote de popularité était grandissante. Mais aujourd'hui, il estime qu'avec une victoire sur Vettori, ces combats n'ont plus vraiment lieu d'être. Et on l'a aussi interrogé sur l'italien, qu'on n'a pas vu en action depuis 2023. On voulait surtout savoir si d'après lui cette absence allait avoir un impact sur sa performance. Il répond que non, lui aussi a connu une période d'absence, ce n'était dans son cas que 8 mois, mais quand même, et il dit ne pas s'être senti diminué du tout lors de son retour dans l'octogone à l'époque. Et puis concernant la suite de sa carrière, il déclare ne jamais faire les choses à moitié,
et donc de toujours avoir la ceinture comme objectif principal. Alexandre Pantoja, comme tout bon champion qui se respecte, j'ai envie de dire, a forcément regardé avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé ce week-end, notamment concernant Manel Capé, et il a eu la déclaration suivante, pardon: Kai Kara France, il a des bons overhand, mais il n'est pas aussi complet que Manel. Ils ont tous les deux une bonne takedown defense. Peut-être que Capé est meilleur, je combattrai les deux, je veux juste combattre. C'est très encourageant pour la catégorie, c'est que les choses vont avancer. On sait que tout porte à croire que le prochain adversaire de Pantoja sera Kai Kara France, mais tant que rien n'est officiel, bien sûr, tout peut se passer. Leon Edwards, qui a vu son adversaire changer, on va pas refaire l'histoire, il devait affronter Jack Della Maddalena, il se retrouve face à Sean Brady, il a déclaré, lui, pour le coup, qu'il était prêt à y aller, qu'il était prêt à affronter Bilal Mohamed, mais que ça ne faisait pas vraiment de logique pour l'UFC de le retirer de la carte de Londres. Je rappelle que c'est un Anglais, donc si on l'a fait combattre en main event chez lui, ce n'est pas pour rien, mais par contre l'UFC lui a dit que le vainqueur de son combat, donc Leon Edwards contre Sean Brady, aurait ensuite à coup sûr sa chance à la ceinture. On comprend que le deal est plutôt bon et qu'il y aura forcément de la pression pour lui. Et si Bilal Mohamed reste champion, que ce soit Sean Brady ou lui, ce sera forcément un rematch. Et c'est toujours très intéressant à suivre. Direction le MMA féminin maintenant avec Valentina Shevchenko qui assure être 100% concentrée sur Manon Fiorot, sa prochaine adversaire donc la française, mais que le match-up, que le combat contre la chinoise Weili Zhang est un combat amazing, hein, donc un magnifique combat, incroyable, et donc forcément elle a aussi ça dans un coin de la tête. C'est vrai que pour elle ce serait dommage de lâcher la ceinture, alors qu'elle est toute proche de réaliser un super fight, comme on a pour habitude de dire, contre la championne d'une autre catégorie. Retour chez les hommes maintenant, avec les poids plumes, et Jean Silva qui a eu une jolie sortie envers Movsar Evloev. Il lui dit: frère Movsar, tu parles beaucoup, mais où sont tes combats? Pendant que tu es assis, en gros, à ne rien faire, il y a un gars que tu as déjà battu, qui est sur le point de combattre pour le titre. Rester invaincu, sans combattre, c'est quelque chose de facile. Tu es juste un de ces gars qui parle beaucoup trop et qui n'en fait pas assez. Jean Silva est-il déjà en train de se placer, pardon, pour un combat contre Movsar Evloev? Imaginons que Jean Silva, au mois d'avril, batte Brice Mitchell. Est-ce que l'UFC serait prêt à déjà le catapulter dans le top du classement? Parce que Evloev, il est tout là-haut, hein. Il est à un combat du titre, voire même il pourrait avoir sa chance tout de suite. C'est peut-être quelque chose d'assez intelligent de sa part. Et puis aussi, il se positionne lui plutôt dans les pas de Diego Lopez, c'est-à-dire être très actif, être plutôt spectaculaire, à l'inverse de Evloev qui est peut-être un peu moins actif, mais surtout moins spectaculaire et qui du coup a vu sa chance pour le titre lui passer sous le nez. On entre, ça y est, dans la Fight Week. Pereira contre Ankalaev. On va rapidement parler de Pereira aujourd'hui avec quelques chiffres. Vous savez que j'aime bien ça. Et puis toute la semaine, on parlera d'Ankalaev, etc. On a le temps, ne vous inquiétez pas. Mais commençons par Poatan, le champion, qui a tweeté pour Magomed Ankalaev, hein, puisque tu es si confiant sur le fait que tu vas gagner, parions 200 000 $ et cet argent ira pour une œuvre de charité, l'œuvre de charité que choisit le vainqueur de notre combat. Comme ça, vainqueur ou perdant, cet argent aidera les gens qui en ont vraiment besoin. C'est à toi de décider. Et il a tagué Ali Abdelaziz, l'agent de Magomed Ankalaev, et Magomed Ankalaev. Ankalaev a répondu par une photo avec son agent en lui répondant on verra ça demain. C'est un combat, moi, qui m'intrigue, hein, forcément, j'en ai déjà parlé. Maintenant, cette idée, je pense forcément qu'elle est plutôt bonne. Et puis Pereira aussi, on lui reproche beaucoup, surtout Daniel Cormier en a parlé, d'être en train de préparer un des combats les plus importants de sa vie, une défense de ceinture contre un adversaire extrêmement dangereux, celui qui pourrait lui poser le plus de problèmes quand on parle d'un point de vue du style, bien sûr, dans sa carrière. Et on le voit voyager partout, aller donner des séminaires à droite à gauche. Daniel Cormier lui avait dit: tu devrais peut-être te concentrer, rester chez toi et t'entraîner. Lui avait déclaré que ça n'était pas un problème. Et là, il a fait une sortie, hein. Beaucoup de personnes parlent de mes voyages. Peut-être que ce n'est pas une situation idéale, mais j'ai fait ça 1 million de fois, donc sous-entendu, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. J'ai toujours fait ça, donc j'y suis habitué, et ça ne m'impactera pas plus que ça. Et puis enfin, pour Alex Pereira, toujours, hein, il s'est pesé, il a posté une vidéo sur les réseaux, on est à une semaine de son combat, et il pèse 103 kg. Je rappelle qu'il combat en moins de 93, ça fait 10 kilos à perdre d'ici la pesée qui aura lieu vendredi. Et puis enfin les chiffres sur Alex Pereira avec les adversaires, voilà, l'élite qu'il a pu rencontrer à l'UFC. Combien de temps a-t-il passé avec eux dans la cage? Contre Israël Adesanya, en 2 combats, ils ont passé ensemble 31 minutes et 22 secondes.
Khalil Rountree, un combat contre lui, 19 minutes et 32 secondes. Jan Blachowicz, ils ont fait un combat en 3 rounds qui a été au bout à la décision, donc 15 minutes contre le Polonais. Prochaska, malheureusement pour lui, en 2 combats, n'a tenu que 14 minutes et 21 secondes. Jamal Hill, un combat, 3 minutes et 14 secondes. Et enfin, maintenant, son ami Sean Strickland, de qui il s'était débarrassé en 2 minutes et 36 secondes. L'idée de ces chiffres sortis par ESPN, c'est de dire que contre Pereira, en général, ça ne dure pas très longtemps et que même quand tu fais plusieurs combats contre lui, tu peux ne pas avoir l'occasion de les partager avec lui jusqu'au bout. Retour à l'UFC du week-end avec le français William Gomis, qui a fait une petite sortie sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages. Je crois que nous voyons tous 2 rounds à 1, mais le problème n'est pas là. J'aurais dû terminer ce combat quand j'en ai eu l'occasion et avoir un cardio illimité. Je vais revenir beaucoup plus fort et ce n'est pas des paroles en l'air. Merci. On voit qu'il est en train de tirer du positif de cette expérience. J'en ai parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. On en aura quand même un petit mot dans la minute auditeur, parce qu'il y en a un de vous qui m'a corrigé sur ce que j'ai dit, et je trouve qu'il a eu assez raison. Donc je vous le citais après, c'est Thomas, si je dis pas de bêtises. Et puis on a eu aussi, toujours ce week-end, Fares Ziam qui a tweeté, au moment du combat de Nasrat Akparast, il a tweeté des yeux sur Twitter, l'air de dire « Je m'intéresse de près à ce combat ». Akparast l'a emporté. C'est vrai que juste avant d'entrer dans le top 15, un combat contre Nasrat, je pense que ça ferait beaucoup de sens. Et j'espère que c'est un combat qu'on verra. Les deux sont assez techniques, ça risquerait de se passer debout, bien sûr, en tout cas c'est ce que je pense. Et puis le vainqueur qui entrerait dans le top 15, ce serait aussi quelque chose, d'après moi, d'assez logique. Et la dernière nouvelle du jour, elle n'est pas à l'UFC, elle est au GFL, avec un combat entre le vétéran et ancien champion Tony Ferguson, qui affrontera Dylan Dennis. Dylan Dennis qu'on entend beaucoup parler, qu'on voit pas beaucoup combattre. Le problème de ce genre de combat, c'est que tu as un gars qui est à la retraite, qui je pense a largement fait son temps dans l'octogone, contre un autre, alors qui est certes un sportif de haut niveau, mais qui est maintenant quasiment plus connu pour ses sorties sur les réseaux sociaux que pour ce qui se passe dans la cage. Là, on a l'impression que le GFL ne met pas vraiment en avant le sport. Maintenant, c'est vrai que c'est un combat qui avait été beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, quand on a vu que les deux, on a Ferguson, Team Los Angeles, et Dennis qui est dans l'équipe new-yorkaise, que les deux pouvaient s'affronter. Voilà, c'est les fans, comme on dit, avaient beaucoup demandé ce combat. Ça va se réaliser, je pense que dans la cage, on n'aura pas du magnifique spectacle, mais si autour, on a une belle carte, alors pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de date ni de lieu d'annoncer. Écoutez, on va bientôt passer à la minute auditeur. Si vous pouviez penser à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait forcément énormément plaisir. C'était tout pour l'actualité aujourd'hui et maintenant on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et je commence avec Ced MTL Rules qui me dit Amil qui prend ce coude dans le premier round, qui l'envoie à 2 mètres, il se relève et continue comme s'il n'avait rien. Menton en titane et cardio inépuisable, très 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 bizarre. Encore un que l'on ne verra jamais combattre en France. D'ailleurs, depuis que l'UFC s'est séparé de l'USADA, on voit une recrudescence de cardio monstrueux. Quoi qu'il en soit, pour moi, Gomis gagne les 2 premiers rounds et défend bien la lutte de Amil, force. Alors c'est vrai que le cardio, il est extrêmement suspect, et je me suis fait la réflexion hier devant ma télé, je me suis dit, mais le rythme de ces combattants, entre ça et le combat entre Ribovic et Akparast, franchement, c'était bluffant. Forcément, on pense au dopage, c'est obligatoire. Maintenant, on a envie de croire que l'UFC fait ce qu'il faut, même si, comme on le dit, sans dire que l'un ou l'autre est dopé. On le sait, les tricheurs ont toujours un coup d'avance sur ceux qui cherchent à les démasquer. Mais en tout cas, c'était quand même une bonne soirée de combat. Et puis le menton, c'est vrai, était assez impressionnant du côté de Amil. Thomas Bedreni, justement, je parlais de toi. Hier, je disais que Gomis avait manqué de coups, qu'il n'avait pas envoyé assez de coups. Et toi, tu me dis non, Gomis a envoyé tellement de volume qu'il a même battu son record de coups significatifs dès le deuxième. Je pense que l'erreur de Gomis est d'avoir trop cherché le KO, le coup dur, et ça lui a émoussé sa meilleure arme, la vitesse et la précision, et bien sûr son cardio au dernier round. Il aurait plutôt dû faire du Gomus pour gagner là, il a trop voulu prouver. Mais à l'Apex, ça ne jouait clairement pas à son avantage, lui qui a besoin de distance pour générer de la puissance. L'Apex favorise décidément beaucoup les lutteurs agressifs. Alors c'est vrai qu'il a envoyé des coups, mais en fait pas assez, il a beau en avoir mis beaucoup, Amil en a tellement mis en face qu'il n'a pas eu une réponse, je pense, aux yeux des juges en tout cas, qui a été proportionnée. Maintenant, moi je l'ai dit, je pense que Gomis était le meilleur des deux, le combattant le plus complet, le plus précis. Mais Amil avait tellement faim, Amil a mis une pression du début à la fin, et Gomis, on l'a vu s'écrouler un peu niveau cardio dans les dernières minutes du combat, je pense que c'est ce qui lui a coûté ça. Maintenant, tu as raison, il a mis beaucoup de coups, mais pas assez, je me suis peut-être mal exprimé.
What's up my bro pour Gomis Amil, je sais qu'il y a beaucoup de réactions sur le combat. Moi je suis pas choqué, j'aurais pu comprendre 2-1 pour l'un comme pour l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que même si Amil avait perdu, il restera plus intéressant pour Dana. Gomis, c'est pas un méchant, on sent qu'il cherche pas le chaos, ou alors il a pas assez de punch. Quand j'ai vu ce qui se passait dans le premier round, normalement tu dois le coucher, surtout avec Bakary Samake dans son coin, ça fait un drôle d'effet. C'est vrai que par contre, Amil, de par son style, même s'il avait perdu ce combat-là, je pense qu'il aurait marqué des points auprès de Dana White. C'était vraiment un mort de faim. Et ça, tu le sais, hein, pour le show, c'est génial. Les fans aiment beaucoup. Et forcément, ça plaît à l'organisation. On termine avec Antoine Clément. Et il réagit à ce que Poirier a dit la semaine dernière sur McGregor, à savoir que s'il y en a bien qui pouvait revenir de très loin, c'est McGregor, et que même s'il ne l'aime pas et qu'il ne loupe jamais une occasion de le critiquer, il fallait au moins lui reconnaître ça. Et toi tu dis, je doute que McGregor puisse revenir sain de corps et d'esprit, et je doute qu'il en ait envie ou que ce soit dans son intérêt étant donné son train de vie. Mais ce serait vraiment un grand moment pour ce sport et pour les fans. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais j'aimerais énormément revoir ce combattant revenir et triompher à nouveau. McGregor, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce qu'il a apporté au sport, c'est énorme en termes de médiatisation. Et puis même quand il était au top, franchement, dans la cage, le spectacle était quand même au rendez-vous. On peut dire ce qu'on veut. Malheureusement, il s'est perdu dans tous les à côté, hein. La victoire sur Alvarez, ça a marqué la fin pour lui. Il y a eu le combat contre Mayweather. Et là, je pense qu'il y a un truc qui a pété là-haut. Il est revenu, ça n'a jamais été le même. C'est dommage. Il nous aurait peut-être offert de bien beaux moments dans l'octogone. Mais c'est vrai que moi, je suis comme toi, je ne crois pas beaucoup à un retour de l'Irlandais dans l'élite de ce sport. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement, je l'espère demain à 17h pour une nouvelle vidéo d'actualité MMA. D'ici là, portez-vous bien, passez tous une très bonne soirée, salut!